n'est pas la ratatouille. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Emmanuel Macron a parlé un peu moins de 8 minutes hier soir, un discours résumé par notre vraie voix, une de nos vraies voix, Céline Pina, dans un papier publié dans Causeur dont le titre est lapidaire. Parler pour ne rien dire. Un discours qui avait commencé par un auto-satisfecit, puisque vous l'avez entendu, Emmanuel Macron affirmait avoir été réélu sur le fondement d'un projet clair, chose peu évidente pour nombre de Français. Un discours dans lequel le chef de l'État a mis la pression sur les oppositions en donnant 48 heures chrono au groupe de l'Assemblée nationale pour clarifier leur position et tenter de trouver une solution à la paralysie qui semble pointer le bout de son nez. Un discours qui a laissé pantois nombre d'observateurs politiques, et pas que dans les oppositions, et qui nous oblige à nous poser cette question. Allocution présidentielle, Emmanuel Macron est-il déconnecté de la réalité? Et vous êtes 98,5% à dire oui. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître en conférence en droit public à Paris 2. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Que dire de cette allocution ? Je serais tenté de dire que, alors, il y a un double phénomène. Je suis d'accord et pas d'accord avec votre interrogation. Je crois qu'il y a en effet un effet d'hébétude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui a du mal à réaliser que le second quinquennat qu'il envisageait de manière extrêmement simple allait être un chemin de croix. Au-delà des questions économiques, etc., politiquement, sans majorité, ça va être un chemin de croix et la dissolution, on y reviendra peut-être, n'est pas forcément une solution aussi facile que beaucoup veulent le croire. Et deuxièmement, là où peut-être j'aurais quand même une nuance, c'est que ce qui a été fait hier m'apparaît d'abord et avant tout, comme ce qui a été fait d'ailleurs depuis le début de la semaine, comme étant une manœuvre dilatoire. Il a un problème aujourd'hui, qui est un problème de composition d'un gouvernement qui permettrait de ne pas trop effrayer les quelques députés qui pourraient lui apporter texte par texte une majorité. Et donc il s'agit de gagner du temps, parce qu'on sait que Emmanuel Macron aujourd'hui a un gros problème de ressources humaines. Or, il est attendu de manière extrêmement, je dirais, importante par une grande partie de la population. Or là, en faisant ça hier, en consultant les oppositions avant, il renvoie aux oppositions le soin de justifier le fait qu'il y ait cette période de latence, ce qui lui permet de gagner un tout petit peu de temps. Philippe Billiger. En fait, contrairement à notre chère Céline Pina, je considère qu'il a parlé pour dire quelque chose, mais à sa manière. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, évidemment, a enjolivé sa défaite et d'une certaine manière, il a voulu reprendre la main alors que le second tour des élections législatives, sur un mode très singulier, la lui avait enlevé. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que il a fait semblant d'avoir voulu ce qui va lui être imposé. Il parlait du compromis, des dialogues, de la concertation à l'Assemblée nationale comme d'une solution miraculeuse. On se demande pourquoi, si elle était si remarquable, il ne l'avait pas mise en œuvre avant. Et d'autre part, et pour terminer, je note que derrière sa proposition aux oppositions, en réalité, ce sont elles qui vont avoir la main contre lui, parce que s'il souhaite qu'elles participent un petit peu à la collaboration avec le pouvoir, il faudra que celui-ci propose des textes acceptable et révisable. Et je note, et je termine, Philippe, c'est que dans le discours d'hier, il n'a pas touché une seconde à l'organisation du pouvoir et du gouvernement. Il n'a pas cité une seule fois le nom de la première ministre. Donc, comme il déteste agir sous la contrainte, je crains que pendant quelque temps, on reste sur ce plan dans un total statu quo. Benjamin Morel. Oui, on est pour l'instant dans une situation de statu quo, tout bêtement, parce que ces marges de manœuvre, encore une fois, sont assez limitées. Il faut voir que pour voter une motion de censure, pour faire tomber le gouvernement, vous avez besoin de 289 députés qui se mettent d'accord sur la motion. Il vous faut une majorité absolue et pas seulement une majorité relative. Alors, il est très probable que LR, le RN et la NUP, d'ailleurs ce ne serait même pas suffisant, ces quatre groupes, enfin cet intergroupe et ces deux groupes, se mettront jamais d'accord sur une même motion. Donc Elisabeth Borne peut pour l'instant rester sans trop de problèmes. Le vrai problème, c'est évidemment quelle majorité pour voter le texte sur le pouvoir d'achat, quelle majorité ensuite pour voter le reste des textes du quinquennat. Mais je dirais que là-dessus, il y a malgré tout quelques semaines de latence que peut se permettre aujourd'hui Emmanuel Macron, à dessein de voir un petit peu comment se comportent les oppositions. Et encore une fois,
eh bien, d'attendre pour arriver à trouver peut-être un canevas, un moment de faiblesse des oppositions, ou en tout cas arriver à discerner une nouvelle physionomie gouvernementale qui permettrait bien de ne fâcher personne, de trouver un personnel gouvernemental plus politique pour former ces majorités ad hoc dont il va avoir besoin pendant 5 ans. Anne Monsouré ? Oui, moi, il y a quelque chose que l'on occulte volontiers concernant Emmanuel Macron. On oublie que ça n'est pas un homme politique. Ça peut paraître débile de dire ça, mais c'est la vérité. Ni dans sa formation, ni dans sa vocation, ni dans sa pratique de la présidence depuis 2017, il n'a démontré qu'il était un homme politique. C'est un homme intelligent, technocrate, qui sait faire, qui a même un côté assez politicien, si je puis dire, mais ça n'est pas un homme politique pour l'excellente raison qu'il n'a jamais été élu. Donc il ne sait pas ce que c'est quand 98% des Français disent qu'il est à côté de la plaque. C'est pas de sa faute. Il n'a jamais été vraiment au milieu des Français. Il n'a jamais été maire, député ou que sais-je. Et moi, ce que j'ai vu hier, c'est ce qu'il fait depuis 5 ans. C'est-à-dire, il applique une méthode en y mettant beaucoup de communication. Cette méthode, ça consiste à dire qu'il est en même temps. Il a fait du en même temps façon puzzle. Voilà. Ça rappelle les tontons flingueurs. Voilà. Benjamin Morel. Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, alors, il y a malgré tout une forme de talent politique dans la manière de concevoir et de manier l'opinion. Il sait faire du judo politique, mais il n'a pas du tout de culture politique old school. Or, en réalité, ce qui est intéressant dans cette crise, c'est qu'on revient à de la politique assez classique. On a vu qu'il savait par exemple pas du tout gérer une élection locale. Il ne savait pas construire un parti, avoir de l'implantation locale. Ça, c'est de la politique old school. Et la politique parlementaire, c'est également de la politique old school. Or là, il n'y a aucune culture de ça. Emmanuel Macron, quand il était ministre de François Hollande, détestait ça. Il faut bien voir que la réforme constitutionnelle qu'il avait préparée en 2018 avait pour objectif de réduire le droit d'amendement, de réduire la navette, parce que il avait été traumatisé par cette expérience de ministre. Et il est entouré de gens qui là-dessus lui ressemblent beaucoup. Elisabeth Borne a beaucoup de qualités, mais elle n'a aucune connaissance fondamentale de ce qu'est le Parlement. Elle n'a jamais été parlementaire, etc. Et Olivier Véran n'est pas non plus un ministre des relations avec le Parlement évident. Il a été en crise avec les oppositions quand il était ministre de la Santé et il n'a pas été parlementaire très très longtemps. Les vraies chevilles ouvrières du rapport d'Emmanuel Macron avec le Parlement, les Christophe Castaner, les Richard Ferrand, ont été évincés des dernières élections. Donc il est face à un problème qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, qu'il déteste gérer, et avec des gens qui jadis étaient réputés devoir gérer pour lui ces problèmes qui ne sont plus là. D'où, en effet, un esprit de flottement au sommet du pouvoir. Lydia Guérousse. Moi, je me demande si le temps n'est plus véritablement au techno et à cette froideur en fait qu'apporte ce gouvernement très technocratique. Ça fait plus d'un mois qu'il a été nommé et je crois que même les observateurs les plus fins auront du mal à vous citer plus de 5 ministres en dehors des ministres politiques que sont Darmanin, Bruno Le Maire, Damien Abad et Gabriel Attal. Donc je me demande si l'erreur est le fruit en fait les résultats donc des législatives ne viennent pas de cette erreur initiale qui est de choisir une première ministre qui n'était pas en capacité, qui a énormément de qualités, de compétences, je remets absolument pas ça en question, mais qui n'est pas en capacité de pouvoir entraîner et de porter une campagne. Elle l'a démontré, elle n'a pas réussi à le faire pour les législatives et elle ne le sera pas davantage à l'Assemblée nationale, puisque c'est une Assemblée nationale qui va se transformer en ZAD, avec un groupe, la France Insoumise, qui a décidé d'y mettre le bazar puissance 1000, d'être dans la provocation. Est-ce qu'elle va avoir assez de force pour pouvoir faire face à cela? J'en suis pas convaincue, y compris ses membres du gouvernement, qui sont des personnalités peu connues, pas expérimentées politiquement. Là, est-ce que véritablement, Benjamin Morel, on peut faire l'économie d'un remaniement et d'un changement de cap? Benjamin Morel qui n'a jamais été zadiste à ce que je sache. Mais il peut le devenir. Vous ne connaissez pas tout mon passé. Il a un côté punk très prononcé. Tout à fait. Oui, mais c'est-à-dire, alors en effet, il
J'ai déjà dit ça sur votre antenne, je crois, mais toutes les manœuvres d'obstruction qui ont fonctionné dans l'histoire ont trois piliers. Vous avez une opposition qui sait faire de l'obstruction et qui s'est transformée, pour dire les choses clairement, l'Assemblée nationale en ZAD, très clairement la NUP, notamment la FI sait faire. Le deuxième élément, c'est que vous avez des relais syndicaux dans la rue, parce que l'obstruction ne sert qu'à faire monter la mayonnaise dans la rue pour déstabiliser le gouvernement. Ensuite, il faut une majorité clivée. Donc là, ça va être très très compliqué. Si vraiment LFI veut faire de la déstabilisation, ils n'auront aucun mal à le faire, parce que tous les paramètres sont profondément réunis. Donc il faut des politiques, en effet. Et le vrai problème, c'est que des politiques, il n'en a pas. C'est-à-dire qu'il n'en a pas parce qu'il ne fait pas confiance. Et qu'il a du mal à se reposer sur autre chose que son premier cercle. Et il n'en a pas également parce qu'il va avoir beaucoup de mal à en recruter aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous allez, le temps des débauchages individuels me semble terminé. Les débauchages individuels, c'est bien pour envoyer des signaux à l'électorat quand vous avez une majorité absolue. Et là, s'il devait débaucher des politiques au PS ou à LR, la réalité, c'est qu'il ne va réussir qu'à une chose, c'est à énerver les socialistes et les républicains, qui vont se dire il fait encore du débauchage individuel, essaye encore un peu plus de nous déstabiliser, donc nous allons un peu plus encore lui résister. Il a besoin des organes, cette fois-ci, des partis. Il n'a pas besoin d'individus d'abord. Et donc, il est face à un problème structurel de ressources humaines, et les quelques politiques qu'il avait autour de lui, il les a perdus, soit parce qu'il les a éconduits, soit parce qu'il les a marginalisés, soit parce qu'ils ont perdu les élections. Donc il est face à un problème qu'il a du mal à résoudre, et je rejoins ce qui a été dit, qui plus est avec une stratégie jusqu'à présent, qui était plutôt une stratégie de dépolitisation. C'est facile de refaire le match, mais la stratégie des législatives, sur le papier, tenait. Il s'agissait de dire il n'y aura pas de campagne, l'électorat va se démobiliser, ne voteront que les électeurs centristes, et au second tour, la droite votera pour nous contre la gauche votera pour nous contre la droite. C'était une stratégie qui, sur le papier, théoriquement, pouvait se tenir. Elle était une stratégie de dépolitisation, mais elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Les vraies voix. 18h44, notre grand débat. Macron est-il déconnecté de la réalité? Vous êtes 98,4% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirou, Anne Mansouret. Notre grand débat, Emmanuel Macron est-il déconnecté de la réalité? Vous êtes 98,4% à dire oui. Philippe Bilger veut réagir. En fait, le second tour des législatives a révélé un trait qui est fort chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a tendance à prendre les Français de haut et la France de haut, et il ne s'est pas impliqué dans ce second tour, au point que son propre camp lui a reproché au fond cette défaite à 45 députés près. Il est clair qu'il a traité ça avec condescendance. Ce qui m'intéresse dans le discours d'hier, c'est que je me demande d'abord s'il est totalement conscient de l'échec qu'il a subi. Il y a fait allusion, mais avec une telle élégance qu'on a pu penser qu'il ne l'avait pas remarqué. Et deuxième élément, je me demande si cette Assemblée nationale, structurée en 3 groupes antagonistes, va interdire ou non les agitations dans la rue. Je me souviens d'un propos de Dominique Régnier qui avait dit « Il ne faut pas croire que cette sorte d'ersatz de proportionnel va empêcher l'agitation et les manifestations dans la rue. Je pense que ça va au contraire les multiplier. » Là, je serais très intéressé d'avoir l'avis de cet aréopage brillant là-dessus. Benjamin Morel. Je ne sais pas si je peux me qualifier d'aéropage brillant, ou en tout cas d'en faire partie. En tout cas, vous êtes dedans. Ça fait, merci beaucoup, Philippe. Oui, c'est-à-dire qu'en effet, ça va absolument pas... au contraire, c'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre dans le contexte. J'évoquais tout à l'heure la capacité que vont avoir certains groupes politiques à faire de l'agitation au sein de cette Assemblée, les relais syndicaux qui peuvent les y aider. Et en effet, là-dessus, il va y avoir un jeu qui peut être un jeu extrêmement efficace d'obstruction. Ensuite, on est quand même à la veille d'une crise économique. Je ne suis pas économiste, mais de ce que nous disent les économistes, tout ne va pas très très bien. On a une crise du pouvoir d'achat qui est déjà là et qui ne va probablement pas se terminer demain. Et on a qui plus est un certain nombre de réformes auxquelles l'exécutif n'a pas encore dit qu'il allait renoncer, qui
qui peuvent mettre le feu aux poudres. Je rappelle qu'avant de rentrer dans la crise Covid, on venait de vivre la plus longue grève de la Ve République. Donc tout ça fait qu'on a un climat social et économique qui est brûlant et qu'on a un gouvernement minoritaire qui fait face à une opposition qui sait faire de l'obstruction. Donc beaucoup de choses vont probablement se régler dans la rue. La réaction de l'aéropage canal féminin brillant. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un facteur qui est quand même très important, c'est que Mélenchon n'est pas dans l'Assemblée nationale, il est dans la rue, il est dehors. Et donc, il va y avoir une volonté de sa part, me semble-t-il, de continuer à jouer un rôle de fouteur de merde. Oui. Faut le dire. Trublion. Trublion, oui, c'est plus élégant, vous avez raison. De façon à monter un peu la tension. Et on va, de mon point de vue, avoir une rentrée difficile. Très compliqué. Lydia Guirousse, le mot de la fin? Je pense qu'il y a une partie des oppositions qui vont faire de l'agitation, mais je pense que ce sera plutôt le cas à l'extrême gauche. Mais un parti comme les Républicains, qui est un parti de gouvernement, un parti comme le Rassemblement national, qui est en quête de respectabilité, ne va pas s'adonner à de la provocation, à du blocage pour le blocage, parce qu'ils savent très bien que les Français détestent le désordre, qu'il y a des échéances qui arrivent et qui sont déjà en train de penser à 2027 et à la suite, à l'après-Macron. Pour eux, Emmanuel Macron, ça y est, c'est déjà de l'histoire ancienne. Donc ils ne vont pas participer à ce bazar à l'Assemblée nationale que veut installer la France insoumise. Ils vont au contraire plutôt travailler. Je trouve que même les déclarations d'Olivier Marleix, qui vient d'être élu président du groupe LR, démontrent qu'ils vont être plutôt constructifs avec les propositions sur le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, ça serait quand même incompréhensible qu'ils ne votent pas certaines propositions, certains projets de loi, puisqu'il y a une partie du programme qui est très proche. Et Emmanuel Macron, hier, a rappelé que ça ne se fera pas. Pardon, mais quand Valérie Pécresse dit que le programme d'Emmanuel Macron est un copier-coller du sien, c'est qu'il doit avoir des éléments qui sont assez similaires. Mais sur les questions de dette, les impôts, il a bien indiqué hier dans son allocution que tout se fera sans augmentation d'impôts et en faisant attention à ce que la dette ne soit pas creusée, même si on a eu évidemment une crise très importante. Benjamin Morel, c'est la quadrature du cercle? Alors oui, d'une certaine façon. Alors après, il faut quand même voir que dans un système présidentiel, pour les Républicains comme pour les autres oppositions, s'inscrire totalement dans le sillage du gouvernement impliquerait devoir défendre d'une certaine façon son bilan en 2027. Donc il va y avoir la volonté de montrer les différences, d'obtenir, de marquer en effet sa différence sur le vote des projets de loi. Donc il va y avoir une négociation ad hoc à chaque fois, il va probablement y avoir des projets qui ne passeront pas, et il va y avoir la possibilité également pour les oppositions, si elles sont d'accord entre elles. Prenez par exemple la proposition de loi McKinsey qui actuellement est déposée au Sénat. Vous avez également aujourd'hui une majorité à l'Assemblée pour l'inscrire à l'ordre du jour et pour la voter. De tels textes qui peuvent embêter le gouvernement peuvent marquer également la législature. Anne Monsoret ? Enfin, ça n'aurait échappé à personne, en tout cas, qu'il a été élu, contrairement à ce qu'il dit, sans projet clair, d'ailleurs sans projet du tout. Hein. Bon, la petite, enfin, le seul dossier sur lequel on pensait que peut-être il se prononcerait, ce serait l'allongement de la retraite. Et vous avez remarqué comme moi que hier il a parlé de tout sauf de ça. Hein. C'est vrai. Il a complètement enterré la réforme des retraites. C'est terminé. On n'en parlera plus pendant 5 ans. Philippe Bilger, un mot? Non, j'ai fini, étonnamment, mon cher Philippe, j'ai fini de penser sur le sujet. Benjamin Morel, c'est vrai que le projet clair, personne ne l'avait vu, et les retraites, la réforme des retraites, là, a priori, il pourrait construire une majorité autour de ça, mais on ne sait pas si ça va être 65, 67, 64, etc. Il ne touchera pas. Oui, alors c'est pas du tout évident qu'ils construisent une majorité autour de ça, tout bêtement parce que donner des gages à LR et faire cette réforme aux conditions de LR et de Horizon, ce qui serait essentiel, conduirait probablement à une fracture de la majorité sur sa gauche. Il faut oublier qu'il y a des députés Renaissance qui sont passés à quelques voix près et qui sont dans des circuits de centre-gauche.
Ceux-là, s'ils veulent être réélus en 2027 avec une réforme des retraites à 65 ou à 67 ans, bon courage, d'autant qu'Emmanuel Macron ne sera pas le leader de cette majorité en 2027 et qu'il pourrait être tenté de trouver un autre leader. Donc il faut voir que ça va être également compliqué pour gérer cette majorité ensemble, toute relative qu'elle est, qui peut être fondamentalement clivée. Et par ailleurs, comme je le disais, la réforme des retraites, si vous voulez mettre le pays en pleine grève générale avec une obstruction massive et une opinion qui se lit contre vous et une majorité qui se fracture, il n'y a pas meilleure réforme. Une question en 30 secondes. Imagine-t-il une dissolution ? Pour moi, la Oui, question... pour vous, oui. Pour vous, Benjamin. Je pense qu'il imagine, mais le problème d'une dissolution, évidemment, c'est qu'il faut que vous ayez une majorité qui soit plus opportune pour vous à la sortie. Or, il est loin d'être évident qu'avec un gouvernement relativement impopulaire et un pays fracturé, vous ayez une assemblée qui soit plus gouvernable pour Emmanuel Macron demain ou qui soit plus dans sa main. Regardez les enquêtes. Tout le monde dans le microcosme politique dit c'est la catastrophe, mais la dernière enquête montre qu'il y a plus de 70% des Français qui sont très contents de ce gouvernement. 60%. Une question très courte aux 3 vraies voix. Philippe Bilger, une dissolution, il y pense à votre avis ? Il y pense, mais évidemment, lorsque le système qu'il pense pratiquer demain aura révélé ses limites et peut-être son échec. Il y pense en se rasant, Lydia Guérousse ? Je pense que toutes les options sont sur la table, mais une dissolution, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Il y pense ? Moi, je ne pense pas du tout. Je pense qu'en ce moment, il pense à l'Europe, au rôle qu'il va avoir à jouer, et il est déjà ailleurs. Eh bien, écoutez, parfait. Merci beaucoup. La dissolution n'est donc pas pour tout de suite. Ouais. Merci à Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférence de droit public à Paris 2, verdict sur Twitter. Vous êtes 98,3% à dire qu'Emmanuel Macron est déconnecté de la réalité. On se retrouve avec nos vraies voix pour notre auditeur du soir. Ce sera Paul du Lot-et-Garonne qui veut parler de notre débat sur Macron. Est-il déconnecté ? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.